Lors du second débat de ce sens public, dans 3 mois, presque jour pour jour, nous voterons pour le premier tour des élections municipales. Scrutin doublement percuté, d'abord par la crise politique qui dure depuis plus de 18 mois et la dissolution, et puis par la perspective de la présidentielle. Quelles alliances, quels moyens pour les futurs maires et surtout quelles attentes des Français, quelles priorités? Avant d'en débattre, on vous dévoile les résultats de notre baromètre Odoxa et notamment ces dossiers prioritaires des électeurs. Jérôme Rabier. À 3 mois du scrutin, les Français s'intéressent aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Ils sont 76% à l'affirmer dans le sondage Odoxa Mascaré pour Public Sénat et la presse régionale. Un facteur important après un scrutin de 2020 marqué par une faible participation en pleine crise Covid. Donc là, ce fort niveau d'intérêt pour les municipales, on est quasiment au niveau d'intérêt pour une présidentielle, ça montre que c'est des élections qui pourraient susciter une participation forte. Donc peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle donne municipale si la participation est forte. En tout cas, c'est ça qui va être intéressant à suivre. Concernant les thématiques prioritaires qu'ils attendent de leurs futurs maires, les sondés placent en tête la sécurité et la lutte contre la délinquance, suivi de l'offre de soins et les services de santé et le niveau des impôts locaux. Mais pour la première fois, l'enjeu sécuritaire prédomine nettement. Les Français ont le sentiment que la délinquance augmente, les incivilités pèsent lourd sur la tranquillité publique, le narcotrafic gangrène certains quartiers. Donc la sécurité, c'est très important. Interrogé sur un éventuel vote barrage pour empêcher la victoire de candidats insoumis ou Rassemblement national, les sondés rejettent désormais bien davantage LFI, avec 59% des personnes interrogées qui pourraient voter pour une liste qu'ils ne soutiennent pas pour empêcher une victoire de candidats LFI, un chiffre qui tombe à 44% pour les candidats RN, les sympathisants de droite et du centre, rejetant désormais davantage les insoumis que les candidats du Rassemblement national. Et on vous dévoile les résultats de notre enquête sur les priorités des Français, vos priorités, nos priorités pour ces élections municipales avec Céline Braque. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa. Jean Garrigue, bonsoir et bienvenue. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent. C'est aux éditions Odile Jacob. Thierry Dupont, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes responsable de l'édition Pouvoir de Contexte. Et Mickaël Darmon, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Alors, il y a d'abord l'intérêt général pour ces élections municipales. Céline Braque, on est à 3 Français sur 4, c'est ça? Oui. On peut dire que ça progresse semaine après semaine, puis on se rapproche de l'échéance? Oui, voilà, on ne fait pas le sondage semaine après toutes les Non. semaines. Hein, mais c'est vrai que par rapport à ce sondage qu'on réalisait il y a 9 mois, on est à plus 12 points d'intérêt. Et 3 Français sur 4, c'est énorme en réalité, aussi loin, si l'on peut dire, de l'échéance. C'est-à-dire qu'on est proche des niveaux qu'on relevait à proximité vraiment immédiate de l'élection, que ce soit lors des dernières municipales en 2020 ou en 2014. Donc oui, c'est un niveau important, alors qui peut encore un peu augmenter sur la partie des gens très intéressés, parce que celle-ci, elle est minoritaire. Pour l'instant, les gens regardent ça, regardent le contexte général, ils trouvent ça intéressant, ils s'intéressent à ce que disent les candidats autour d'eux, et c'est un intérêt qui transcende les classes, les catégories sociales, les catégories d'âge même si les plus âgés s'intéressent comme d'habitude toujours plus à cette élection, et c'est transpartisan. C'est-à-dire que là, on est à des niveaux très élevés chez tous les sympathisants des partis de gauche, des partis de droite. Il n'y a aucun camp qui se met en retrait. Il n'y a pas un camp à 50% et un autre à 90%. Quoi. D'accord. Un premier élément très intéressant. Alors, dans ce baromètre, il y a les thèmes prioritaires des Français. Jean Garrigue, la sécurité et la lutte contre la délinquance en haut du classement, 50% des Français en font leur priorité. Bon, ce n'est pas une surprise dans le climat actuel. Non, ce n'est pas vraiment une surprise. D'une part, parce que pour les élections municipales, ça a souvent été le cas, je crois que Céline peut le confirmer, le thème de la sécurité arrive très, très souvent en tête, ce qui est assez normal, c'est un thème du quotidien. Et puis, il y a le contexte, la montée des incivilités, des violences, l'inflexion, il ne faut pas se le cacher aussi, de l'électorat vers des thématiques de droite, régaliennes, le sentiment qu'à l'échelle nationale, on n'en fait pas assez sur ces questions, donc on se retourne vers les élus municipaux.
Bref, tout ça nous donne forcément un sentiment que ça va être un des enjeux majeurs, en tout cas. Est-ce que vous imaginez, Thierry Dupont, une mobilisation? Alors c'est vrai qu'il y a 6 ans, c'est difficilement comparable, on était en pleine crise Covid, donc il y avait eu très peu de participation à ces élections traditionnellement, municipales. les municipales, c'est quand même une élection qui mobilise beaucoup les électeurs. C'est généralement, après la présidentielle, le scrutin qui mobilise le plus. En 2014, il y avait 63% de participation au premier tour. Oui. Alors, on était tombé en 2020, bien sûr, autour de 40% au second tour, mais il y avait le contexte très particulier. Il y avait la peur de l'épidémie, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura une grosse participation cette fois-ci, d'autant plus que dans le climat politique actuel, où grosso modo, je pense que les Français, ils ont envie de politique, ils ont envie de scrutin, ils ont envie de s'exprimer, et qu'ils vont saisir sans doute la chance des municipales. Est-ce que vous avez été surprise, Céline Bracq, ou pas, par ce classement, on va dire peut-être ce podium, on peut revoir la sécurité, lutte contre la délinquance en 1, offre de soins, services de santé en 2, niveau des impôts locaux en 3. Est-ce que ça vous a... quelle leçon vous en retirez? Une sondeuse surprise est une mauvaise sondeuse, hein, ça voudrait dire que vraiment on ne suit pas les sondages. Au contraire, vous devez anticiper les mouvements de population. Non, parce qu'en réalité, c'est vrai que, j'en le disais sur la sécurité, c'est quelque chose qu'on observait déjà en 2020, alors que il n'y avait pas vraiment de problème de sécurité. Ou en tout cas, ils n'étaient pas... du Covid. Oui, ça c'est sûr. Donc, dans les communes. C'est pas très étonnant, et c'est pas très étonnant que ce soit à ce niveau-là, parce que localement, parce que là, on pose bien la question sur les priorités du maire, il y a vraiment des sujets qui se posent, qu'on parle de plus en plus, et on pourrait imaginer même que ce thème aurait encore plus augmenté, compte tenu de ce qu'on... aujourd'hui, c'était le sujet d'actualité avec le déplacement, notamment un des sujets d'Emmanuel Macron à Marseille, c'est la lutte contre la drogue. Mais il y a beaucoup dans les enquêtes de remontées sur les incivilités. Et donc ça rentre dans ce thème de sécurité. C'est au-delà du pur problème d'insécurité. On a peur pour son argent, on a peur pour sa sécurité. C'est l'idée que les gens se comportent mal. Ça, c'est quelque chose qui est très haut. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tous les publics le citent, y compris les plus jeunes. C'est-à-dire que les moins de 25 ans, c'est vrai qu'ils parlent plus, par exemple, d'environnement que les autres populations, mais leur premier thème, c'est bien la sécurité. C'est quand même la sécurité. Ouais, donc c'est avec vraiment... en plus... Oui. Pardon, mais Thierry Dupont, c'est vrai qu'on a fait suffisamment d'émissions ici sur le narcotrafic. Le fait qu'il essaime dans les villes moyennes, on est clairement dans ce moment de notre vie sociale, sociétale, qui explique aussi, même si ce n'est pas un thème nouveau dans les priorités des Français, que ce soit clairement la priorité. Au-delà des fantasmes qu'on a pu... dont on a pu parler dans les années passées, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les villes sont touchées. On a vu qu'il y a eu des émeutes assez graves à Limoges, et c'était presque inimaginable il y a 15 ou 20 ans. On a vu les drames qu'il y a eu dans la Drôme, dans des fêtes avec des gens qui viennent d'autres quartiers, voilà. Je pense que du coup, aujourd'hui... Là, le collège incendié à Dijon, Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment effectivement diffus de tout le monde que ça peut arriver n'importe où. Alors, je reviens sur la participation, parce que quand même, il faut rappeler qu'il faut 10% des suffrages exprimés pour se qualifier au second tour, Jean Garrigue. Qu'est-ce que ça nous promet en nombre de triangulaires, peut-être même de quadrangulaires? Oui, ça nous promet des surprises pour des maires sortants qui avaient été élus un peu sur le fil, parce qu'ils vont se retrouver vraisemblablement, par exemple, avec notamment le Rassemblement national, qui est en poussée, en dynamique électorale, et qui n'était pas présent, n'était pas au-dessus du seuil requis pour aller au second tour en 2020, et qui là va l'être. Et pour un certain nombre d'élus, notamment des Républicains, ça risque d'être un problème. Et en symétrique, du côté de maires socialistes, la présence de la France insoumise peut être aussi un problème. Ce qui fait que, évidemment, ça rebat quand même les cartes, parce qu'on sait bien que traditionnellement, il y a une surinfluence, une surreprésentation des partis traditionnels, notables traditionnels, socialistes ou républicains. Et là, je pense qu'on peut s'attendre à un amenuisement de leur influence. Alors, je le disais dans les titres, ces scrutins municipaux, il y a un double impact. L'impact de la crise politique qu'on vit depuis 18 mois, depuis la dissolution. Et puis, il y a aussi
la perspective de la présidentielle. Et pourtant, moi, c'est vrai qu'on entend souvent Mickaël dire que les élections municipales, elles relèvent de considérations locales. Il ne faut pas en tirer de leçons nationales. Ben, vous n'êtes pas d'accord. Tartufferie, voilà. on aime bien nous faire croire régulièrement que les élections municipales nous concernent, comme vous l'avez dit, que les trottoirs, les écoles, la propreté des rues. Eh bien, cette fiction, elle arrange tout le temps, elle arrange tout le monde. Ça évite vraiment d'éviter, ça permet d'éviter les débats de fond. Et au fond, ça évite l'idée qu'une municipalité, c'est un laboratoire politique. Il y a des choix politiques qui s'incarnent, qui se choisissent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, ce que l'on voit à travers déjà les études qui pointent, c'est la difficulté à laquelle doivent s'attendre les élus écologistes, parce qu'ils ont été extrêmement politiques. Et que là-dessus, il y a maintenant des électeurs qui sont en train de commencer à se prononcer à ce sujet. Oui, sur des thématiques qui sont nationales, logement, sécurité, écologie, solidarité. Et donc, à 1 an, parce qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle, quand on votera, ce lien, il sera encore plus fort. Alors là, il faut faire un retour dans l'histoire pour s'en convaincre. 2001, élection municipale à 1 an de l'élection présidentielle. Les thèmes qui montent, insécurité, chômage, la gauche en recul, malgré la victoire à Paris et à Lyon sur laquelle tout le monde se focalise, mais en réalité, le scrutin est gagné par la droite et sur des thématiques régaliennes d'insécurité assez fortes. 2002, élection présidentielle, la gauche est éliminée dès le premier tour de l'élection présidentielle. Donc à 1 an de l'élection présidentielle, bien évidemment, les municipales prennent une dimension particulière, c'est indéniable. Elles vont servir de baromètre politique, de révélateur des dynamiques locales. Elles vont mesurer la capacité d'un camp à mobiliser et faire semblant de l'ignorer. C'est tout simplement refuser de regarder la réalité en face. L'histoire politique française le montre bien sans ambiguïté. Les municipales vont annoncer les recompositions à venir. À partir de mars 2026, plus rien ne sera neutre. Merci beaucoup, Mickaël. Est-ce que pour autant, Céline Bracq, les Français vont voter pour leur maire en pensant à la présidentielle ? C'est pas exactement la même chose. Hein, ouais. Alors, ça ne nous empêchera pas d'en tirer des leçons nationales, mais est-ce qu'ils ont cette dimension-là quand ils vont voter ? Il y aura vraiment une dimension nationale, je pense, dans ces élections, clairement, et surtout par rapport à l'élection précédente où on avait les 3/4 des maires qui ont été reconduits, une élection qui avait été pour le coup très aussi localisée parce qu'il n'y avait plus vraiment de politique nationale en dehors de la politique sur des questions de santé publique. Voilà. Donc, et là, il y a vraiment un enjeu pour chacun des partis politiques. C'est-à-dire que si on les liste un par un, il n'y a pas un parti politique qui n'a pas un enjeu essentiel. Et les électeurs l'ont bien compris. Les électeurs sont beaucoup dans des politiques pas des politiques, mais des pratiques de rejet des partis aujourd'hui, plus que dans l'envie de soutenir. Mais il y a vraiment une politisation des enjeux, et ça, on le sent vraiment. Donc oui, ils auront bien en tête, pas forcément l'élection présidentielle, mais l'envie de pouvoir envoyer un message à leurs députés, au président de la République, dans ces urnes. Même si, je dis tout et son contraire. Non, mais même si, dans l'essentiel des petites communes... Mais oui, bien sûr, la France, c'est d'abord... Voilà, avant tout, en fait, c'est des gens qui vont plutôt partir majoritairement pour réélire leur maire. Dans quasiment toutes les élections, on a à peu près 60% de maires qui sont réélus. Mais les enjeux qui vont mobiliser les médias, ça va être les enjeux dans les grandes villes, dans les moyennes villes. Et là, il y aura vraiment des purs enjeux de politique nationale. Je veux bien votre avis là-dessus, Thierry Dupont. Alors effectivement, dans les grandes et grandes villes et villes moyennes, est-ce que la prime au sortant, elle risque d'être battue en brèche ? On voit bien que, par exemple, les écologistes sont très inquiets sur les villes qu'ils ont conquis en 2020, ce qui, d'ailleurs, les amène à essayer de passer des accords dès le premier tour avec les socialistes. C'est un accord réciproque. On voit bien à Paris, on pourrait avoir un ralliement de David Béliard à Emmanuel Grégoire. Dans d'autres, c'est l'inverse. Les socialistes vont soutenir dès le premier tour des écologistes. Par exemple, à Lyon, avec Grégory Doucet. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une poussée de LFI et que LFI a envie de faire passer le message que rien ne peut se faire sans elle. Et on le voit bien, que ce soit à Marseille, par exemple, avec M. Delogu, qui est déjà à 13 ou 14%, je ne sais plus, dans les premiers sondages. On le voit dans d'autres villes. Et LFI a envie de faire de ces élections un test, de bien montrer. D'ailleurs, ils envoient pas mal de députés se présenter sur les municipales. Donc voilà, donc tout ça force à se recomposer.
Et on a bien sûr déjà en tête la présidentielle. Oui, effectivement. Jean Garrigue, est-ce que vous allez scruter, nous allons scruter ces résultats forcément à l'aune de la présidentielle? Est-ce qu'effectivement, la proximité, ce que disait Mickaël à l'instant, change la façon d'analyser une élection, enfin des élections municipales, proximité de la présidentielle? Incontestablement, ça a été démontré par Mickaël, et avec cette donnée supplémentaire qu'on est quand même dans une fin de règne du président de la République et qu'on est dans une réorganisation totale du paysage politique. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas d'ailleurs qui vont être les candidats, comment notamment l'espace central va se déterminer, quel candidat sera celui ou celle du Rassemblement national. Bref, on a des inconnus un petit peu partout. Ça donne justement une sorte d'urgence, de surpolitisation quand vous êtes dans cette situation d'incertitude, de reconstruction comme ça des familles politiques. Et donc je pense qu'on peut s'attendre à une forme de surpolitisation. Et puis effectivement, ce qui s'est passé il y a 6 ans, aujourd'hui, risque d'être déconstruit dans beaucoup de cas, notamment pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est triangulaire, c'est quadrangulaire. Il y a la dynamique, notamment écologiste de 2020, n'est pas du tout sûr de la retrouver. Enfin, il y a énormément comme ça de paramètres différents. Et dans ce contexte de fragilisation, de fragmentation du paysage politique, moi, je pense qu'il y a un sentiment, c'est ça, d'une sorte d'urgence politique de participer à cette reconstruction du paysage. Donc, ce que je retiens déjà, c'est la perspective quand même d'une mobilisation assez forte des électeurs, parce qu'il y a de leur part beaucoup d'attentes et la conception, l'idée qu'ils vont pouvoir peser dès ce scrutin municipal sur l'avenir politique du pays. Ça, je trouve que c'est déjà une dimension très intéressante. Ensuite, il y a une grande question, c'est une braque, qui est la question du Front républicain. Oui. Et on le voit là, quand même s'effriter de très clairement, de plus en plus. Le Front républicain a changé de cible. Alors, c'est pas la première fois qu'on le voit dans nos enquêtes, mais là, sur vraiment la question municipale, on voit très clairement qu'aujourd'hui, quand on pose la question d'un vote de barrage, le seul parti contre lesquels les Français sont prêts à aller voter, majoritairement, c'est la France insoumise. On va voir les chiffres s'afficher. 59% à le dire. 59% à dire, oui, on est prêt à voter pour un candidat pour lequel on n'était pas du tout prêt à voter spontanément, mais pour faire barrage à la France insoumise. Alors que pour le Rassemblement national, on est en dessous. Alors que pour le Rassemblement national, on n'est plus qu'à 44%. Donc pour tous les autres partis, on est en dessous de la barre des 50%. Et pour le Rassemblement national, même symboliquement, aujourd'hui, les Français sont plus prêts à faire barrage contre un parti qui serait de la majorité présidentielle, ou contre les socialistes, ou contre les écologistes, plutôt que contre le Rassemblement national. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la cible numéro 1 des électeurs. Et le glissement aussi majeur, c'est qu'aujourd'hui, on a des sympathisants du centre, des partis du centre, qui sont aussi mobilisés contre LFI que des électeurs LR. Ils sont 85% à nous dire, les sympathisants Renaissance, qu'ils seraient prêts à voter pour un candidat qu'ils ne soutiendraient pas contre LFI. Alors évidemment, ça a un côté un peu théorique pour le moment, parce qu'on n'est pas dans une configuration de vote. Il n'y a pas la personne contre qui, ou pour laquelle on va voter, etc. Mais il y a vraiment clairement eu un changement majeur, et même depuis 1 an, on voit que le LFI a vraiment contre lui de plus en plus d'électeurs, y compris à gauche, puisqu'on a même 43% de sympathisants socialistes qui nous disent qu'ils seraient prêts à faire barrage contre LFI. Donc, effectivement. On a changé d'époque en très peu de temps. Il y a là une bascule assez rapide. Et alors, ce que vous dites des électeurs centristes ou LR, évidemment, ça a été intégré par les élus eux-mêmes, beaucoup d'élus qui tiennent ce discours. Par exemple, le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Carucci, qui était sur notre antenne il y a quelques mois au micro d'Oriane Mancini. Vous votez pour le Rassemblement national s'il est face à la France insoumise? Ah oui, non mais alors là-dessus, moi je n'ai pas d'état d'âme. J'ai déjà dit que pour moi le principal risque pour la République, pour l'unité de la nation et pour la démocratie, c'est LFI.
Moi, au premier tour, je vote pour les Républicains, Y ça vous compris un embête pas. candidat du Parti socialiste ou des deuxième écologistes. Au deuxième tour, si mon candidat est là, je vote pour lui, ce qui est assez normal. S'il y a un candidat Renaissance, je vote pour Renaissance. Et s'il y a un candidat de gauche ayant rompu avec LFI, on verra. Jean Guérin, est-ce que c'est la stratégie radicale de LFI qui affaiblit ce Front républicain, ou est-ce que c'est pas aussi la tentation des LR de faire alliance avec le Rassemblement national? Les deux, mon général. Non, bien sûr qu'il y a ces deux éléments correspondant et c'est ça le plus important, aux aspirations des électeurs. En tout cas, l'union des droites, on le voit, elle est demandée par toutes les familles de la droite, y compris par les électeurs du Rassemblement national. Peut-être un peu moins que par ceux des LR, mais elle est demandée aussi. Et de l'autre côté, on voit bien malgré tout que c'est produit quand même une rupture majeure de ce qu'on avait appelé la NUPES ou le nouveau Front populaire, et que du côté même de ce peuple de gauche qu'on disait toujours attaché à cette union, à ce rassemblement avec la France insoumise, c'est un peu en train de craquer. Ce qui vous montre à quel point, d'ailleurs, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ces élections municipales prépare vraiment la présidentielle. C'est quand même un premier... Sauf que la différence, Mickaël, c'est qu'au municipal, il y aura beaucoup de villes où ce seront des candidats LR, parfois des maires sortants LR, qui seront en position de force pour éventuellement aller chercher l'appoint du Rassemblement national. À la présidentielle, ce sera peut-être l'inverse. Effectivement, ce sera même peut-être l'inverse. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle, pour LFI, ce scrutin des municipales, il va être absolument crucial, parce que c'est le rendez-vous, je dirais, de leur stratégie. On se souvient à l'époque du député Ruffin qui avait dit, dès le début, qu'il mettait en cause le fait que la théorie de la conflictualité, du chaos et de la fureur, au fond, empêchait de produire de la politique publique et n'était pas vraiment ce qu'attendaient les Français. Pour ça, il s'est mis très vite en rupture, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon et son entourage premier. Le rendez-vous des municipales, c'est celui-là. Et déjà, ce que l'on entend de la part des intentions à travers les études, eh bien, montre bien que les Français considèrent que LFI ne produit pas de politique publique, n'est pas en capacité de pouvoir régler leurs problèmes. Parce que justement, ce qui n'est plus le cas du Rassemblement national. C'était peut-être le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, on commence à avoir intégré l'idée que le RN va pouvoir... Les élus RN qui continuent à être ancrés et être élus. Et là, il y a cette rencontre cruciale avec la stratégie de LFI. C'est drôle, je vous pose des questions sur l'union des droites et le Rassemblement national. Vous me répondez à LFI. C'est quand même assez intéressant. Parce que l'information, c'est effectivement... Parce qu'on a vu l'inversion du Front républicain. Ce qui est étonnant, c'est que le Front national, le Rassemblement national, pardon, fait assez profil bas dans ces élections. Ils ne présentent pas des candidats partout. Ils ont des ambitions assez mesurées. Grosso modo, ils disent que s'ils gagnent Toulon et qu'ils conservent Perpignan, ils seront contents. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils préparent un raz-de-marée, justement. Pardon ? C'est du leurre classique. Ils font profil bas pour ensuite pouvoir dire on a réussi. Regarder la surprise. Oui, c'est mieux que d'afficher on veut gagner 10 grandes villes et en gagner que 2. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout un discours triomphaliste, loin de là. Non, mais il y a quand même la perspective des sénatoriales derrière. Enfin, il y a aussi une stratégie du RN pour mailler le territoire de plus en plus, quand même. Le troisième tour des sénatoriales, c'est déjà quasiment gagné pour eux. Ils auront de toute façon de quoi faire un groupe au Sénat. Il y a de fortes chances, effectivement, pour que Et puis, ça arrive. Mais au deuxième tour des municipales, d'être les faiseurs de roi aussi. Oui. Parce que précisément, ce qu'ils ne pouvaient pas faire il y a 6 ans, maintenant, ils peuvent le faire. Ils sont assez puissants et un peu partout pour le faire. Ça compte aussi. Ils choisiront. On soutient, on ne soutient pas, on se désiste ou on ne se désiste pas. Effectivement. Oui, il n'y aura pas d'accord national, ce sera au cas par cas, ville par ville. C'est intéressant quand même l'évolution de la société française. Je me souviens des années 90, la fin des années 90, les élections régionales, avec des accords qui avaient été passés, Charles Millon, etc., qui avaient été passés, ils avaient été exclus de leur parti quand même après avoir passé un accord avec le Front national à l'époque. Aujourd'hui, je me demande quel remous ça va provoquer. S'il y a vous voyez ce que je veux dire, s'il y a une alliance entre les deux tours, entre RN et LR. C'est-à-dire la droite a d'abord dans son discours énormément banalisé les idées du Rassemblement national et petit à petit, un mot après un autre, a banalisé les alliances. Oui, mais il y a une partie il y a une partie des élus ou des leaders LR qui continuent de dire non, on refuse toute alliance avec le RN. Oui, beaucoup plus que les sympathisants LR, qui aujourd'hui sont devenus très majoritaires à ne pas comprendre pourquoi on irait voter contre un
un leader du Rassemblement national. Pourquoi on n'irait pas faire une alliance avec un leader du Rassemblement national? Alors certes, aujourd'hui, quand on regarde des sympathisants LR, c'est plus beaucoup de monde non plus, hein, c'est 7%, alors qu'avant c'est beaucoup de gens qui sont passés chez les centristes. Oui, Mickaël. Il y a effectivement une autre stratégie du RN RN. vis-à-vis également de la droite ou des sans étiquette ou des divers droites, c'est qu'ils vont être présents dans beaucoup de villes sous l'étiquette avec des candidats divers droite, tout en étant en soutien quasi invisible ou en sponsor caché. Et en fait, d'ailleurs, ils ont fait stratégie signer une de charte. beaucoup de petites villes Ils ont divers fait droite signer une charte aux qui candidats. justement permet de cristalliser cette matrice politique. Oui, et dans cette charte, vous pourrez être en étiquette divers droite, on vous soutient, mais à condition notamment, on revient au sénatorial, que vous votiez pour un candidat RN au sénatorial quand la question se posera. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre qui me semble très important sur les fake news, la désinformation qui cible aussi ces élections municipales. Et c'est Alexandre Poussard qui va nous en parler tout de suite. Rebonsoir Alexandre. Avec donc des municipales qui risquent d'être perturbées par la désinformation. Oui, des fake news relayées par des faux sites d'information qui d'ailleurs prennent des allures de médias régionaux, reprenant leur logo, leur code couleur et s'inspirant de leur nom. On peut par exemple citer Lyon Mag Info, Actu Direct, Sud-Ouest Direct. Attention, ce sont des faux sites à ne pas confondre avec lyonmag.com, qui est un vrai site d'information sur l'actualité lyonnaise, actu.fr, et bien sûr, le journal Sud-Ouest. D'ailleurs, prenons un exemple d'un faux article publié par le faux site Sud-Ouest Direct. Cet article reprend un vrai fait divers, mais avec la photo d'une victime d'un autre fait divers, en faisant croire qu'il est l'auteur du crime évoqué. On est donc dans la pure fake news. Et puis alors, ces faux sites, ces fausses informations se multiplient. Et oui, le rapport de l'association Reporters sans frontières, publié en novembre dernier, recense 85 faux sites francophones actifs et 13 900 articles fabriqués depuis février 2025. Une partie de ces fake news viennent de Russie et sont édités notamment par le réseau d'influence russe Copycop, spécialisé dans la conception de faux sites d'information. Selon RSF, ce réseau russe a produit depuis le mois d'octobre 5138 faux articles via l'intelligence artificielle générative. Oui, il y a donc cette désinformation d'origine russe, mais il y a aussi des fake news qui sont diffusées par certains candidats aux municipales. Oui, de la désinformation pour discréditer l'adversaire. On va s'arrêter sur un exemple. Dans la campagne des municipales à Lyon, il y a un mois, le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, soutien de Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, s'interrogeait sur la mystérieuse disparition de 800 vélos électriques de la ville de Lyon, dont chacun aurait coûté 4 000 €. On l'écoute. Où sont passés les vélos électriques de la ville de Lyon ? La ville de Lyon aurait acheté près de 800 vélos électriques, chacun à plusieurs milliers d'euros. 800 vélos multipliés par un coût unitaire avoisinant les 4 000 €, ce serait une dépense d'environ 3,2 millions d'euros pour la ville de Lyon. Après plusieurs discussions avec des agents, ils nous expliquent que ces 800 vélos ne seraient pas attribués dans les logiciels internes de la ville. Les mêmes agents nous disent d'ailleurs qu'à ce stade, personne ne sait où ces vélos seraient stockés. Et donc on peut légitimement se demander où sont passés les vélos de la ville de Lyon. Voilà, donc cette information sur la disparition de 800 vélos électriques de la ville de Lyon a été immédiatement démentie par le directeur général des services de la municipalité lyonnaise, Jérôme Maillard. Il assure que la ville possède 150 vélos électriques qui n'ont pas du tout disparu. Je le cite, « Tout vélo acheté par la ville fait l'objet d'une inscription puis d'un suivi dans le logiciel de gestion des véhicules. Le prix moyen d'un achat d'un vélo électrique n'est pas de 4 000 €, mais de 2 400 € pour un montant total de 360 000 € et pas 3 millions d'euros, comme l'a assuré le maire d'arrondissement Pierre Oliver. D'ailleurs, l'ironie de l'histoire, c'est que ce même Pierre Oliver s'est plaint récemment de comptes parodiques sur les réseaux sociaux qui reprennent son nom et diffusent de fausses informations. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Ouais, merci beaucoup. Merci Alexandre. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu compliquée, Thierry Dupont, parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse autour de cette table, mais est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ces désinformations sur les électeurs de ces élections municipales? C'est vraiment difficile de répondre à ça. Ce qu'on voit par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sent déjà que cette campagne des municipales, elle va être dure. Je vous cite deux exemples. On voit par exemple à Nice, la campagne démarrer sur une tonalité très très dure, très conflictuelle entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Et on voit également, je vous donne un autre exemple, les candidats LFI
s'emparer de points d'information et en faire un objet de campagne très dur, de conflictualité vis-à-vis des maires sortants. Vous avez par exemple à Ivry-Courcouronnes, Farida Amrani qui a mis en cause le maire sortant Stéphane Baudet sur ses frais de mandat. Et donc il y a une stratégie là de LFI de prendre des objets politiques de campagne et de les monter en épingle pour attaquer les maires sortants. Donc je pense que la tonalité générale de cette campagne va être assez dure. Oui. On a vu Jean Garrigue, alors une élection nationale, cette fois-ci c'était la Roumanie en l'occurrence, qui a été totalement biaisée par le rôle de la désinformation, de certains réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que des élections municipales, c'est intéressant parce que c'est les journaux locaux qui sont piratés, c'est pas un hasard évidemment, ou qui sont imités. Comment vous évaluez l'impact, vous ? Franchement, d'abord, pour des élections municipales, ça me semble être une nouveauté. J'ai l'impression qu'en 2020, dans les élections précédentes, on n'avait pas eu ça. On sait que la désinformation, la désintox... d'un candidat vis-à-vis d'un autre, malheureusement, on en a toujours vu. Ça vient, voilà. Et puis que des fake news, des attaques personnelles ont toujours émaillé ces élections municipales. Là, il y a un phénomène quand même de massification du problème qui, de toute façon, là aussi, qui est le prélude de ce qu'on va connaître puissance 10 pour l'élection présidentielle et maintenant pour toutes les élections à venir. Ça, c'est une certitude. D'où la difficulté pour les pouvoirs publics d'essayer de gérer tout ça, d'essayer de contrôler tout ça, ce qui est, à mon avis, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, ça va avoir de plus en plus d'influence, de plus en plus d'impact, parce que précisément à l'échelle locale, on est moins averti de ce genre de problème. On est moins averti, on s'attend moins à ce que soient utilisées de telles méthodes. Et très souvent, les élections locales, lorsque vous avez, je ne sais pas, un divers gauche contre un divers droite, des identités politiques moins marquées, elles basculent justement sur ce genre de problème, sur ce genre d'histoire. Vous voyez, la dépensée des vélos, etc. Et je pense que ça peut avoir une importance non négligeable. Alors, nos confrères de la presse quotidienne régionale, évidemment, ils alertent leurs lecteurs. Il faut dire, c'est une braque, qu'il y a un lien de confiance. Parce qu'on peut dire que le lien de confiance entre les Français et les élus, c'est distendu, mais entre les Français et les médias aussi, et les médias nationaux. Mais avec les médias locaux, ça va plutôt mieux. C'est souvent le média dans lequel les Français ont le plus confiance. Et la presse régionale, les Français ont une bonne opinion de la presse régionale. Alors, ça peut redonner aussi des lettres de noblesse à la presse traditionnelle, de pouvoir justement être la source sûre d'informations pendant les municipales, alors qu'il y a toutes ces sources de tous ces fake news qui arrivent. Alors, il faut voir que les personnes âgées sont plus sensibles aux fake news que les jeunes, qui de plus en plus commencent à vérifier et à réussir à détecter très vite la fake news ou l'image générée par l'IA qu'une personne âgée. Moi, je pense que tant que ce sont des petites histoires comme ça, d'histoires de disparition de vélos qui sont immédiatement infirmées par la mairie, c'est pas si grave que ça. Ça peut infuser quand même. Après, la question, c'est toujours est-ce que celui ou celle qui a vu le fake news entend le démenti. S'il n'entend pas le démenti, il reste sur le fake news. Et le risque, c'est quand ça arrive très peu de temps avant l'élection. Et ça, c'est vrai que là, c'est beaucoup, beaucoup plus gênant. Oui, et puis l'IA, ça coûte de moins en moins cher. Faire dire n'importe quoi à un candidat, c'est facile. Une vidéo sous forme d'IA, c'est facile à monter. Oui, mais en écoutant, ça me donne aussi l'idée que ça peut aussi redonner des lettres de noblesse à la politique classique sous le préau. C'est-à-dire qu'en fait, retourner dans les meetings, écouter les candidats qui disent ce qu'ils ont à dire, sortir de l'hyper-médiatisation et médiation liée avec tous les réseaux sociaux. Peut-être dans une campagne municipale, on va voir un intérêt de renouveler pour la pratique politique, je dirais, à l'ancienne, qui permet justement d'avoir en direct la parole d'un candidat pour pouvoir se faire une idée. Oui, je redonne quand même le chiffre, 85 faux sites francophones qui imitent la presse locale, selon Reporters sans frontières, avec le rôle des officines russes, Jean Garrigue. Il faut rappeler que la France est le pays d'Europe qui est le plus visé par la Russie aujourd'hui. Et c'est pas nouveau, mais que ça s'applique aux élections municipales, ça c'est vraiment nouveau. Et vous savez, quand on s'intéresse un petit peu à sa vie municipale, ce qui est mon cas, on s'aperçoit de l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux.
Je veux dire que c'est majeur. Et des règlements de compte en permanence entre la majorité municipale, l'opposition. Mais c'est intense. Je veux dire que c'est permanent. De plus en plus, les candidats passent justement par le truchement des réseaux sociaux, où vous savez où tout est possible. Toute parole est égale à l'autre. Il n'y a aucun nivellement de la parole. D'où l'importance, effectivement, que la vraie politique puisse reprendre ses droits, que les médias locaux puissent redonner la réalité des choses. Mais je pense qu'on est engagé dans une spirale qui est quand même très négative. Oui, effectivement. Je reviens aux listes des thématiques, des priorités des Français qu'on vous dévoile à l'occasion de ce débat. Donc, on a vu en 1, sécurité, lutte contre la délinquance, 50%. Des Français qui répondent, qui disent c'est ma priorité. Offre de soins, services de santé, 35%. Niveau des impôts locaux, 35%. Oui. Alors, est-ce que, un peu la même question, je le répète, je fais le perroquet, est-ce que ça vous a surpris? Comment vous l'avez analysé? Non, c'est vrai que là, pour le coup, ça arrive au même niveau que la santé. Alors, ce ne sont pas les mêmes populations qui le disent. C'est-à-dire que sur la santé, on va être beaucoup sur des personnes âgées, des sympathisants de gauche et du Rassemblement national qui vont beaucoup parler de questions de santé. Là où sur les impôts locaux, on va être beaucoup plus sur des sympathisants de droite et sur des cadres. Alors, c'est la première priorité citée par les cadres. Ça peut jouer d'ailleurs dans certaines villes où il y a une forte proportion de cadres. Je pense par exemple à Bordeaux, où il y a un gros enjeu sur justement les impôts locaux. Ça peut créer des basculements. Oui, on voit vraiment que ce sujet de la fiscalité au niveau national a pris beaucoup d'importance et au niveau local en a pris également. Donc même si ce sont des populations plus de droite et ce sont plus les gens qui gagnent de l'argent qui se préoccupent de niveau de la fiscalité que les autres Français, qui vont être sur des enjeux, on va dire, plus de sécurité et de système de santé, de plus avoir de médecins à côté de chez eux, et c'est ça qui va les préoccuper avant toute chose. Là, il y aura vraiment un sujet. Et ça, c'est un sujet sur lequel les maires en place sont beaucoup challengés. Oui, effectivement. Thierry Dupont, c'est une mandature, là, les 6 années écoulées, qui a été tendue, particulièrement tendue entre les élus locaux et l'État. Et l'État, oui. Et l'État ? Oui. Il n'y a jamais eu de bonne relation entre Emmanuel Macron et les élus locaux. Ça, c'est vrai. Il a commencé avec la taxe d'habitation, on fait le lien avec la fiscalité. Il y a eu tout un tas de tentatives de réconciliation, mais ça n'a jamais été très loin. Vous allez au Congrès des maires de France chaque année et vous entendez des mots très durs à l'encontre de l'État et du gouvernement, quel qu'il soit. Donc oui, le dernier mandat a été dans la prolongation du précédent. Oui, allez-y. Pardon, sur la fiscalité, on voit bien qu'on baigne quand même depuis plusieurs mois dans une atmosphère de déficit public, de hausse de la fiscalité, de hausse des prélèvements obligatoires. Donc je pense que ça impacte beaucoup sur le moral et notamment de ceux qui se retrouvent ou qui se perçoivent comme étant les plus chargés de rétablir les comptes publics. Ce fossé creusé entre les maires et l'exécutif, Jean Garrigue, votre analyse? Oui, il s'est évidemment amplifié. Enfin, c'est presque fascinant de voir à quel point Emmanuel Macron a perdu le contact avec les territoires. Mais ça, c'était le début de son premier mandat. Oui. Effectivement, les corps intermédiaires. Donc, mais après, il y a la crise des Gilets jaunes, il y a le grand débat où il est entouré de maires partout en France. Mais c'est bien ça qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que malgré tous ces efforts, en tout cas malgré les signes qui ont été donnés, ça n'a pas, la greffe n'a pas pris et qu'il y a toujours cette méfiance envers ce président, mais peut-être aussi parce que c'est un président dont on sait, dont l'incarnation est éloignée des territoires. On sait que c'est un technocrate qui est arrivé là sans avoir une expérience du terrain. Et quelque part, il y a un préjugé sans doute défavorable aussi de la part des élus. Il n'est pas comme nous. Il n'a pas suivi les mêmes cursus que nous, il n'est pas comme nous, il ne nous comprend pas. Et donc, en dépit des efforts, vous savez, de toute façon, c'est toujours l'image initiale qui prévaut. Ça a prévalu pour Nicolas Sarkozy, pour Giscard, etc. Et là, je pense qu'il aura beau dire et beau faire, maintenant, en plus c'est un peu trop tard, mais de toute façon, il y aura toujours cette... Ça a toujours été une préoccupation de son entourage de dire on n'arrive pas à l'ancrer.
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, le grand débat, des grands articles dans les revues sur sa géographie intime. La grande difficulté pour l'entourage d'Emmanuel Macron a été toujours de le présenter comme étant ancré dans un territoire, parce qu'effectivement, c'est toujours cette image qui lui est renvoyée. Il lui a manqué quelques campagnes électorales locales avant de se présenter à la présidentielle. Le président n'a pas été aidé là-dedans par Bercy, qui a toujours considéré que les collectivités locales, grosso modo, elles étaient assises sur un tas d'or et qu'on pouvait très bien leur piquer des choses, qu'on pouvait remplacer des impôts par des dotations ou des fractions de TVA, parce que du coup, c'est bien Bercy qui contrôlait ce qui était donné aux collectivités locales. Donc tout ça a fait... Les maires ne cessent de râler contre la perte d'autonomie financière et d'autonomie fiscale qu'ils ont subie depuis 2 quinquennats. Tiens, un mot des mois à venir, Céline Braque. Vous allez faire quoi? Des sondages grande ville par grande ville? Qu'est-ce que vous nous préparez? Écoutez, encore faut-il qu'il y ait des commanditaires derrière qui sont intéressés, parce qu'un sondage... Appel d'offres. Parce qu'un sondage municipal coûte... Je livre un peu des coulisses, mais coûte plutôt plus cher qu'un sondage national. Parce que beaucoup de ces sondages doivent être faits par téléphone. Et que des sondages par téléphone coûtent plus cher que des sondages Internet. Et que, voilà, donc effectivement, il y a des municipalités qui commandent déjà des sondages. Les médias, moins. Je pense que les médias feront quelques grandes villes. Pour le moment, la demande est plutôt une demande de creuser les... En fait, contrairement aux précédentes élections, de plutôt creuser les préoccupations des gens avant d'aller sur du purement électoral. Donc, par exemple, là, on a réalisé une très grosse enquête où il y a beaucoup de questions ouvertes qui sont posées aux Français sur leurs besoins, leurs préoccupations, ce qu'ils demanderont aux candidats des municipales et plus tard aux candidats de la présidentielle. C'est plutôt ce type d'enquêtes qui sont commandées. Bon, en tout cas, je parle pour ma paroisse. Il y a évidemment des intentions de vote qui vont être commandées. Et les intentions de vote qui seront publiées seront, je pense, sur les grosses villes symboliques. Là, les demandes qui sont faites sont évidemment, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille principalement. Et puis, dans les villes moyennes, il y aura quelques demandes qui seront faites par la presse régionale. On suivra ça avec passion, évidemment. Merci à tous. Jean Garrigue, je rappelle le titre de votre livre, Les avocats de la République, c'est aux éditions Odile. Jacob, Thierry Dupont, c'est sur le site Contexte, c'est ça qu'on peut vous suivre. Une très belle infographie avec les 42 plus grandes villes de France. Et ben voilà, à suivre et à détailler. Allez chercher votre ville si vous vivez dans l'une des 42 plus grandes villes de France. Je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public, 18h. 22h, nos 2 principales diffusions. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme publicsénat.fr, nous réécouter en podcast et puis noter que c'est le ministre délégué chargé du commerce extérieur qui sera l'invité de la matinale demain, Nicolas Forissier. Il sera forcément question de Mercosur et puis peut-être aussi d'Union européenne, de voitures électriques, d'échéance de 2035. Bref, il y a beaucoup de thématiques. Belle soirée.